Paris est à 3 heures de la Méditerranée. Si vous voulez, ça, c'est un changement absolument gigantesque. Au départ, c'était une bonne chose puisque ça apportait de l'économie au niveau du tourisme. C'est une mauvaise chose dans le sens où l'immobilier a augmenté. Les économistes disent qu'il n'a rien changé. À partir de 15h30, on entend sur les pavés, les roulettes, des valises, et c'est les Parisiens qui arrivent. Voilà. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. En 1895, avec les Frères Lumière, naît la première star de cinéma. Une dame moderne et bruyante, aux yeux charbonneux, et vêtue d'une longue robe noire métallique. Quand la locomotive à vapeur arrive en gare de la Ciotat, le choix des Frères Lumière pour ce premier film de l'histoire dit tout de l'importance des trains pour les Français. Plus d'un siècle plus tard, une autre locomotive arrive dans le sud, dans le silence de ses turbines électriques. Pourtant, il aura fait du bruit, le projet du TGV Méditerranée. 3 heures pour relier Paris à Marseille ou Marseille à Paris, en construisant 250 km de voies nouvelles pour permettre aux fleurons de l'industrie française de rouler à 300 km/h. Alors, le TGV Méditerranée a-t-il donné aux Parisiens le soleil qui leur manque et à la Provence l'essor économique tant attendu? La grande vitesse française a-t-elle servi la France en desservant sa grande métropole méridionale? Je crois d'abord que le rail a contribué à faire notre pays, dans son développement industriel, de territoire, d'aménagement de territoire. Le ministre. Le train du 19e, 20e siècle a été un facteur de développement, d'unité même nationale. Il y avait Paris, mais il n'y avait pas que Paris. C'était la desserte et la nationalisation de la SNCF a contribué à ce qu'il y ait, disons, une égalité même des citoyens de notre pays, à la fois pour le droit à se déplacer, mais aussi pour être desservi et pour accompagner le développement, les activités agricoles et industrielles et de services. Les Français oublient peu à peu les trains au profit d'un moyen de transport moins cher et aussi rapide. Au point que sur la route des vacances, le fameux bouchon lyonnais reste coincé jusque dans les années 60. Le train était un système un peu en voie de perdition, un peu en voie par rapport à la voiture, les autocars, etc. À la fond, la route dominait. Et effectivement, on a eu cette idée d'accélérer les trains, de refaire d'autres voies. D'ailleurs, c'est pas la première ligne qu'on a fait, c'est Paris-Lyon. C'était vraiment l'idée de faire un trajet dans la quotidien. C'était d'entrer la France dans la journée, si vous voulez. Comme on dit, un quotidien pour un journal. C'est vraiment l'idée de démocratiser la France quotidienne. Pour que le train devienne un transport quotidien, l'État souhaite le faire passer à la vitesse supérieure. Jean Bertin, un ingénieur indépendant, propose l'aérotrain. À 430 km/h, il ne roule plus, il vole sur coussin d'air. L'État ébloui soutient le projet et commande une première ligne en 1974. Mais la SNCF, qui n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les rails, lui grille la priorité en proposant le TGV, qui a un avantage de taille. Le grand succès du TGV, c'est qu'il est bien sûr à grande vitesse sur des lignes spécialisées, mais ensuite il roule sur des lignes classiques. Et en fait, c'est toute la population qui en bénéficie. La ligne nouvelle 1 est inaugurée le 22 septembre 1981 par François Mitterrand. Elle ouvre la voie à la nouvelle politique du ferroviaire français. Dorénavant, SNCF signifie train à grande vitesse. Et le Paris-Lyon n'est qu'une première étape. En fait, cette ligne Paris-Marseille s'est inscrite dans le schéma directeur des lignes à grande vitesse, mais s'était imposée dès le succès de Paris-Lyon. On a réalisé le contournement de Lyon et il était évident qu'il fallait jusqu'à Marseille. L'ingénieur. La preuve, c'est que le maire de Marseille, à l'inauguration de la ligne Paris-Lyon,
avait fait un scandale en disant que c'était anormal que Marseille n'ait pas sa ligne à grande vitesse. Et c'était donc évident pour tout le monde, pour les cheminots, pour les techniciens, pour les financeurs, qu'il fallait aller jusqu'à Marseille. Il y avait un vrai marché pour la SNCF, mais il y avait aussi un vrai intérêt d'aménagement du territoire. Toute la modernité, c'est l'axe PLM, hein, c'est Paris, Marseille, Lyon. C'est le monde industriel, c'est le monde de la colonisation, c'est le monde militaire. Enfin, l'axe a été central depuis l'invention du train, c'est-à-dire 1860 à peu près. Hein. Et il faut bien se représenter. Bon, là, on est à Marseille. Mais Marseille, c'était une ville dont on ne pouvait pas sortir avant que par la mer. On arrivait par la mer, on repartait par la mer. Parce qu'il y a des collines. Les trains, ils passent dans des tunnels. Mais avant, on ne passait pas dans des tunnels avec des chevaux. Donc, il n'y avait pas de tunnel. Et au fond, le train, il nous a éloignés de la Méditerranée, si on veut dire des choses comme ça. Parce qu'il nous a tellement rapprochés de l'Europe. En 1873, on fait Paris-Marseille en 16h30. En 1962, 7h10. Puis en 1994, on ne met plus que 4h15. Mais pour aller plus vite, il faut construire 250 km de lignes nouvelles depuis Valence. En 89, le Conseil des ministres demande à la SNCF de lancer des études pour relier Marseille, Nîmes et Montpellier. Mais voilà, traverser la vallée du Rhône et la Provence ne se fait pas d'un coup de sifflet. D'un côté, les vignobles des Côtes-du-Rhône classés. De l'autre, le décor protégé des splendides toiles de Cézanne. Un couloir rhodanien fortement peuplé et le tempérament provençal. Dès 90, la proposition de tracé se répand à très grande vitesse à travers la garrigue et les riverains descendent sur la voie. Voie ferrée occupée, le TGV ne passera pas. 3000 manifestants hier dans les rues d'Orange, 3000 manifestants venus de toute la Provence pour dire non aux différents tracés du futur TGV Sud-Est. Des tracés qui, selon les opposants au projet, n'apporteront rien aux régions traversées si ce n'est une gigantesque cicatrice, une balafre dont les riverains auront seuls à subir les conséquences. Pierre Leclerc et Daniel Bilot sont des résistants de la première heure. Si la banderole ressortie du garage pour l'occasion est un peu poussiéreuse, leurs souvenirs sont intacts. La plus grosse manifestation, on a dû être 5000, oui. Ça a duré 5 ans, hein. Ça a été une longue mobilisation. Et 2-3 000, je crois que c'est le chiffre des... Oui, à peu près stable après, oui. C'est ce que nous... On le savait parce que pour les télés, c'était le tarif. On savait qu'à partir de 2000 manifestants, TF1 venait. Voilà, en dessous de 1000, il n'y avait que FR3, vous voyez, c'était un peu on avait un peu le tarif qu'on nous avait donné. Et donc on savait si on avait été, ou ça allait être 1000 ou 3000, etc. à cause de ça. Les opposants. Le premier préfet coordinateur, qui était celui du Vaucluse, avait dit en aparté à des amis qu'il avait répété, il avait dit « ça passera là où ça gueulera le moins ». Et effectivement, ils ont mesuré pendant 5 ans, là où ça a rouspété le plus, et ils ont après essayé de passer en bordure des communes, en bordure des départements, etc. Et ils ont pris un tracé, effectivement, qui est honnêtement politique, bien sûr. Et qui n'est pas du tout celui qui coûte le moins cher, mais celui où il y avait le moins d'opposition de la population, dans une région, il faut dire, qui est très dense. Hein. C'est une région où il y a beaucoup de population dans les campagnes. Hein. C'est pas la bosse, c'est tout le contraire. Les riverains s'énervent. Ils réclament plus d'indemnités, moins de nuisances sonores, la sauvegarde d'un couple d'aigles, d'un édifice classé, le contournement des zones inondables et d'une centrale nucléaire, ou plus simplement l'utilisation des voies existantes. Bref, tout le monde a une bonne raison de faire dérailler le projet. Pour les avions, tout le monde veut prendre l'avion, mais ils ne veulent pas l'aéroport. Et pour le train, tout le monde veut la gare, mais ils ne veulent pas la ligne, parce que ça traverse, ça fait des nuisances. Donc j'ai eu à régler ce problème. D'ailleurs, il a fallu mettre, je crois, de l'ordre d'1 milliard de plus d'investissement pour traiter le problème lié à l'environnement. La commande de l'État n'était pas claire. Il n'y avait pas eu de débat public qui existe aujourd'hui. Le débat public est né du TGV Méditerranée. Et donc, la commande de l'État à la SNCF, c'était étudier la prolongation jusqu'à Marseille, la Côte d'Azur et le Languedoc-Roussillon. Nous avons répondu en fonction des critères techniques, économiques, d'aménagement du territoire. Mais les particuliers, les élus, n'avaient pas eu indication, n'avaient pas débattu et n'avaient pas réfléchi à ce qu'étaient leurs besoins, aux besoins des territoires. À la fin du combat, on a proposé une alternative, un compromis, comme dans toute lutte. Et effectivement, on avait proposé une solution qui s'arrête justement au niveau de Tarascon et de Beaucaire. On économisait plusieurs milliards de francs en ne pas faisant
partie ultime, et ça faisait perdre 15 minutes à Marseille. Eh bien, effectivement, on a été à 2 doigts de l'obtenir, mais ça n'a pas été obtenu. Je veux dire, pour un quart d'heure, on a claqué 2 grands viaducs sur le Rhône, 3 grands viaducs sur la Durance, un immense tunnel, pour le quart d'heure symbolique, le quart d'heure commercial, la prouesse technique aussi. Hein. Il y avait l'aspect marketing, mais il y avait aussi la fierté de tout ce corps d'ingénieurs de faire Paris-Marseille en 3 heures. On voyait bien que ça les faisait... Disons que ça les excitait, quoi. Non, mais ça, excusez-moi, c'est une connerie. Je le dis très clairement, c'est une connerie. L'ex-patron. La grande vitesse, c'est pour gagner du temps. Ce n'est pas une question d'un quart d'heure, c'est une question au moins 1 heure de temps. Si on veut utiliser les lignes existantes, c'eût été possible, mais à ce moment-là, ou bien on aménageait ces lignes existantes en dehors seulement des zones urbanisées et on gagnait très peu de temps, ou bien on aménageait la ligne existante de façon que la ligne grande vitesse soit possible tout au long, et à ce moment-là, on faisait beaucoup plus de dégâts dans toutes les villes qu'on traversait. C'est absurde. En 1994, la déclaration d'utilité publique balaye 5 années de lutte. Mais le choix du tracé définitif oblige les ingénieurs à des prouesses techniques. Et ces prouesses ont un coût, 3,8 milliards d'euros. Au total, 6 ans de travaux pour faire 500 ouvrages d'art, dont 20 grands viaducs, 13 km de tunnels et 3 gares nouvelles. Le kilomètre sur cette ligne revient à 3 fois plus cher que pour le Paris-Lyon. Mais qu'importe, à la SNCF, le temps compte plus que l'argent. Alors, foi de cheminot, on ne mettra pas plus de 3 heures pour relier Paris, Marseille et Montpellier. On l'avait constaté, hein. Ils avaient vraiment ce chiffre, ils pensaient que c'était un argument marketing choc. Ils avaient peut-être raison d'ailleurs. Ils voulaient concurrencer l'avion avec les liaisons Marseille-Paris, Avignon-Paris. Et ils avaient, si vous voulez, comme but de réduire au maximum pour que l'écart soit tellement petit que voilà. Alors, le chiffre de 3 heures était sacré, effectivement. Oui. Pour eux, c'était ça. Quoi que ça coûte, il fallait arriver à mettre 3 heures. Hein. Je crois que 3 heures, c'est en gros le point de basculement entre le train et l'avion. Si vous ne mettez pas plus de 3 heures, compte tenu que le train, c'est quand même beaucoup plus agréable que l'avion, que l'approche et l'entrée et la sortie dans la gare ou l'aéroport est quand même se fait beaucoup plus facilement pour le train que pour l'avion. 3 heures de train, vous gagnez par rapport à l'avion, même si l'avion, pour la direction concernée, met moins longtemps. Mais avec tous les à côté, finalement, les gens choisissent le train. Donc c'est important, oui. Le 7 juin 2001, le TGV Méditerranée est inauguré par Jean-Claude Guessot et Jacques Chirac. La première rame arrive triomphante en gare Saint-Charles en 3 heures. Désormais, le rail concurrence officiellement l'avion et lui prend d'ailleurs en quelques années 2/3 des parts de marché. Mais plus qu'une guerre commerciale, le TGV change le rapport des Français à la mobilité. Le TGV fait qu'on ne pense plus en kilomètres mais en durée. Bon. Ce qui est déjà vrai pour l'avion. Parce qu'on est dans une société du temps. On n'est plus dans une société de l'espace. Au fond, c'est pas important de savoir à quelle distance on est. Le problème, c'est combien on met de temps pour aller se voir. Ça, c'est un changement de société très important. Avec le TGV, la SNCF bouleverse la carte de France. Amiens se retrouve plus loin de Paris que Lille. Ça met les cœurs de richesse en connexion les uns avec les autres. Et donc, ça isole les entre-deux. La France devient une immense agglomération dont Paris est le centre-ville. Et quand on voit le temps cet après-midi gare de Lyon, on comprend bien pourquoi 19 millions de passagers chaque année partent pour cette nouvelle banlieue qu'on appelle la Provence. Alors bien sûr, aujourd'hui le train est un peu rapide pour admirer nos jolies régions que les riverains ont si fièrement défendues. Mais qu'importe, entre 25 et 160 € le billet, seul compte le soleil qui se découvre un peu plus à chaque arrêt. Au terminus, peu importe non plus les 104 marches de l'escalier monumental à descendre. Seul compte de pouvoir flâner sur le vieux port et de troquer le TGV pour le petit train. Chaque week-end, Marseille se prépare à accueillir ses nouveaux touristes. Au Miramar, par exemple, les Parisiens sont attendus chaleureusement. Les Parisiens, c'est des bons clients. Hein. Le cuisinier marseillais. C'est agréable, puis ils descendent. Bon, il y a beaucoup de bons restaurants à Paris aussi, mais ils descendent sur le Vieux-Port, qu'est-ce qu'ils veulent manger? Un bon poisson grillé, une bouillabaisse, 2 petits calamars, une sardine. Et on est content de leur faire un plaisir.
La vraie bouillabaisse. Le TGV Paris-Marseille, c'est un apport de clientèle certain. Ça, on le constate tous les jours. Des gens qui descendent, même des Lyonnais, maintenant avec le TGV à 1 heure de Marseille. On le constate tous les jours. Les gens ils viennent manger, ils remontent le soir, ils viennent se passer la journée au bord de l'eau. C'est impeccable. On va dire qu'à partir du TGV, il y a tout qui s'est déclenché. Donc il y a eu un boom immobilier, il y a eu plein de séries télé comme Plus belle la vie. Je pense qu'il y a eu un déclic avec le TGV parce que ça a ouvert Marseille à la France. Le tourisme, au début, après-guerre, au Club Méditerranée, par exemple, le séjour le plus court, c'était 2 mois. Aujourd'hui, ils acceptent des séjours de 3 jours. Effectivement, partir un week-end 3 jours, ça devient un produit de base. Le TGV, c'est pas lui qui les a inventés, mais il a favorisé ça. RTT plus TGV, l'équation gagnante pour la Provence. 2 millions de touristes supplémentaires par an profitent des restaurants et des hôtels de Marseille depuis 2001. Parmi tous ces voyageurs, certains ont tellement de mal à repartir le dimanche soir qu'ils décident de rester. Jean-Louis a choisi de s'installer à Aix-en-Provence tout en gardant son travail à Paris. Le TGV Méditerranée, c'est son train-train quotidien. Le rythme, donc c'est un aller-retour par Paris. Généralement, je remonte le lundi matin ou soir sur Paris et je redescends le jeudi soir ou le vendredi matin sur Aix. L'abonné. On est extrêmement nombreux sur Aix à faire ce type de trajet. Pour beaucoup, en tout cas, rien ne les ferait revenir en arrière. En tout cas, c'est mon cas. Je préfère que ce soit un peu difficile, mais les avantages au niveau cadre de vie pour les enfants sont tellement importants qu'il n'y a aucune remise en cause possible. L'avion, c'est plus compliqué et plus fatigant parce que c'est une succession de temps fractionnés entre le contrôle, l'embarquement, le voyage, la récupération des bagages. Donc la plupart des gens ont privilégié le train pour avoir un temps de transport plus long sur le papier, mais finalement pas beaucoup plus long que ça. Et puis surtout, un temps, ils peuvent être tranquillement en train de travailler, en train de se reposer. Le TGV a donc bien créé une nouvelle mobilité, mais à quel prix ? Difficile de répondre tant les écarts entre les tarifs proposés sont grands. Sachez que pour un abonnement en seconde, il vous en coûtera 7 000 € par an. On a beau dire que le TGV est un transport de masse, le train de vie entre Paris et Marseille est en réalité réservé aux populations aisées. D'ailleurs, dans le vieux Marseille, un des sujets favoris à l'heure de l'apéro est la flambée de l'immobilier, avec un coupable, le TGV. De ce côté-là, il n'y a pas photo. Moi, je voulais acheter à un moment donné, avant le TGV ou lorsque le TGV est arrivé, je voulais acheter un appartement. Ça a plus que doublé maintenant. C'est l'effet TGV. Quand j'ai voulu acheter avec l'arrivée du TGV, les prix avaient flambé. C'était quasiment multiplié par 2. Sur les vitrines d'agences immobilières fleurissent les annonces de pied-à-terre dans le quartier du Panier ou d'appartements rue de la République, la plus parisienne des rues marseillaises. Voilà, donc c'est le typique haussmannien avec une seule entrée. Voilà, la vue est sympa quand même. On se croira à Paris. Ça a pu être acheté, ça avoisine les 200 000 €. Hein. C'est un appartement qui fait à peu près 70 mètres carrés, distribué en type 3. Et c'est bien, c'est le prix. Par exemple, sur la rue de la République, on arrive à avoir des appartements à 4 000 € du mètre carré. Le Marseillais ne le mettra pas. Tandis que le Parisien va le mettre. Ça a plus de doublé, voire triplé, quoi. Dans les années 2000, les loyers triplent dans ces quartiers tout juste rénovés. Et effectivement, les Parisiens au pouvoir d'achat plus élevé achètent. Mais est-ce vraiment la faute du TGV ? Est-ce que l'arrivée du TGV à Marseille a fait flamber les prix de Marseille ? Est-ce que le retard accumulé sur l'immobilier, le prix de l'immobilier à Marseille, l'augmentation, le réajustement des prix sur Marseille, c'est l'effet TGV? Non. L'agent immobilier. Marseille avait un retard au niveau des prix qui était très important. Et pour moi, c'est vraiment l'euro qui est la première cause de l'explosion du marché.
À cela, il faut ajouter sur Marseille le projet d'Euroméditerranée qui, là, a eu un impact très fort sur le marché de l'immobilier à Marseille. Euroméditerranée, un immense programme de rénovation de la cité phocéenne commencé il y a 30 ans. La mutation de Marseille est en cours, mais elle pâtit toujours de son image sulfureuse. Alors que 30 km plus au nord, Aix-en-Provence a gardé ses petits airs de village du Midi. Quand le TGV est arrivé, Marseille a combattu l'idée d'un arrêt à Aix, de peur que la montagne Sainte-Victoire ne lui fasse de l'ombre. La rivalité n'est pas nouvelle, mais le TGV n'a rien arrangé et Aix a bien pris le train en marche. Très clairement, la ville d'Aix a bénéficié de l'effet gare TGV et TGV vers Paris, ce qui fait qu'elle est devenue extrêmement attractive. L'élu aixois. Nous avions du foncier qui était prêt pour accueillir le développement des entreprises. Et les zones que nous avons créées se sont remplies au fur et à mesure assez rapidement parce que nous avons eu un vrai appel d'air d'entreprises venant notamment de toute la France, mais beaucoup de la région parisienne, qui ont souhaité se délocaliser à Aix. Les zones industrielles d'Aix-en-Provence, les zones d'activité, ont créé près de 2000 emplois par an depuis 15 ans, et qu'en plus, nous avons porté l'emploi dans le département tout entier, près de 2 emplois sur 3 ont été créés sur ces zones-là. C'est-à-dire que vraiment l'attractivité a été multipliée et nous avons vraiment bénéficié d'une attractivité économique grâce au TGV également. La zone d'activité de l'Arbois et celle des Milles ont été installées à mi-chemin entre Aix et sa toute nouvelle gare TGV. Un petit air de Silicon Valley en plein cœur de la Provence. David Vincent s'est installé dans ses locaux en 2003. Mais n'est-ce vraiment que les UV qui attirent les entreprises parisiennes ? En tant qu'éditeur de logiciels pour les banques, on s'est retrouvé dans une situation où il fallait essayer de réduire nos coûts. 2 options, soit on essaie de limiter le staff, soit on essaie d'être plus malin et de travailler sur nos coûts. Des coûts immédiats qu'on pouvait économiser, c'était éventuellement les locaux. L'entrepreneur. Connaissant que le style de vie qu'on pouvait avoir et aussi les décalages de coûts entre la région parisienne et cette région-là, on s'est dit pourquoi pas essayons de faire le grand saut et de présenter ce plan à nos actionnaires. Venir à Aix pour le soleil et les charges réduites, d'accord, mais s'enterrer à la campagne, non merci. La vraie question derrière, c'était les problématiques de voyage. Donc en fait, on s'est retrouvé dans une situation, il fallait évaluer comment je pouvais aller à Paris très rapidement et je pouvais aller aussi aux États-Unis ou ailleurs en Europe ou dans le monde facilement. Donc si on regarde la partie Aix-Marseille où l'aéroport international permet d'aller partout dans le monde et le train et le TGV qui nous permet d'aller très facilement à Paris. Les gares betteraves, surnom donné à ces terminaux créés à l'extérieur des villes pour permettre la grande vitesse, sont la signature plus ou moins réussie du TGV. Si la plupart finissent par devenir des gares fantômes, celle d'Aix est un contre-exemple qui marche à plein. Pourtant située à 17 km du centre-ville, à la frontière de Vitrolles, la gare TGV n'a d'Aix que le nom. Dans un réseau nouveau comme le réseau TGV, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de nouvelles gares. Et on le voit bien, au centre de nouvelles urbanisations. N'oublions pas qu'au XIXe siècle, les gares qui sont dites aujourd'hui de centre-ville n'étaient pas dans le centre-ville. C'est la ville qui s'est construite autour. Au final, quand on regarde les résultats, la gare TGV d'Aix-en-Provence n'est pas seulement la gare d'Aix, elle est la gare non seulement du pays d'Aix, mais quasiment une gare interdépartementale. Puisque les Varois, les Alpins viennent prendre le train, le TGV, à la gare TGV d'Aix. Ce qui fait d'ailleurs qu'en 6 mois, quand on a inauguré en 2001 la ligne, en 6 mois, les objectifs ont été pulvérisés en termes de fréquentation et que nous sommes aujourd'hui à 3 millions de voyageurs par an qui s'arrêtent ou qui prennent le train à Aix-en-Provence. Le TGV numéro 5368 en provenance... Résultat, la gare est saturée. La voie unique pour y accéder embouteillée. Aix est victime de son succès. C'est le paradoxe TGV. Pour prendre le train ici, mieux vaut aimer la voiture. Alors qu'en centre-ville, la petite gare historique, celle des TER, est un peu délaissée, alors que des centaines de personnes continuent de se presser chaque jour sur ses quais.
Nous avons une armature ferrée, de voies ferrées, qui auraient pu servir, ou qui peuvent toujours servir de RER, de TER, qui ont été sous-exploitées. Il faut savoir qu'entre Aix et Marseille, 35 km, nous avons une voie unique, non électrifiée, avec des trains qui marchent au diesel. Donc on a, en termes de transport, un véritable retard, puisque l'État, finalement, n'a pas impulsé les choses et que chaque collectivité a géré son coin sans forcément travailler ensemble. Alors un train peut-il en gâcher un autre? Il semblerait que le TGV a occasionné sur le réseau TER un léger retard. Pour aller à Avignon, par exemple, de chez moi, il n'y a plus de train, il faut aller à Cavaillon. Et même pour aller à Cavaillon, il y a un bus le matin, un bus le soir, et pas dans le bon sens. C'est-à-dire que le matin, il part de Cavaillon, le soir, il rentre à Cavaillon. Si on veut aller à Cavaillon, il faut prendre la voiture. Donc, le fait d'avoir un réseau qui soit aussi au service des gens et de leur région, quoi, de leur endroit, pour moi, c'était aussi important que de pouvoir relier Paris au sud, quoi. Moi, la situation que j'ai trouvée en 97, c'était une SNCF qui était au bord de la faillite, tellement elle était endettée. Elle était endettée parce que l'État avait fait le choix de faire du TGV, du TGV, du TGV. Et voilà. Et par contre, les autres lignes, eh ben, elles périclitaient. On supprimait le nombre de gares, on supprimait les gares, on supprimait des lignes. En juin 2013, le gouvernement reporte justement les chantiers de lignes nouvelles, comme le Paris-Nice ou le Montpellier-Perpignan, pour se consacrer à la rénovation des lignes anciennes. Une annonce au goût aigre-doux pour ceux qui le réclamaient il y a déjà 20 ans. Et bien sûr, le regret, c'est que l'arrêt de gaspiller l'argent dans les voies nouvelles est attendu 20 ans avant d'être décidé, quoi. C'est notre gros regret, il est là. C'est qu'effectivement, ce n'est qu'aujourd'hui que le gouvernement arrête de financer des voies nouvelles pour le consacrer au transport régional. C'est malheureux qu'il ait fallu attendre 20 ans, alors que, on l'a dans les graphiques, je veux dire, dès 90, on montrait que ça avait fait du tort à la SNCF. Je veux dire, la cannibalisation avait commencé dès la première ligne, même si c'était un gros succès commercial, Paris-Lyon. Eh bien, dès cette année-là, on voyait que par rapport aux autres pays européens, la SNCF avait commencé à reculer à cause du fait qu'elle avait mis toutes ses billes dans un seul de ses services et qu'elle avait fait péricliter tous les autres. En 30 ans, le TGV a réussi son pari du transport quotidien. En reliant Londres, Bruxelles ou Barcelone, la France est devenue une ville et l'Europe un pays. On fait 45 km par jour et par Français. Donc, si vous voulez, on est dans une société dont la mobilité devient un des ressorts. Et donc, forcément, les objets technologiques évoluent parce que sinon, on ne peut plus circuler. Mais l'exemple d'Aix-en-Provence nous montre que faire 60 km est parfois plus compliqué que d'en faire 600. Alors que fait-on de ces territoires que le TGV ne dessert pas? Que feront les vaches du Limousin quand elles n'auront plus de train à regarder? Tout le monde n'a pas besoin de rouler vite, alors seul un réseau complémentaire efficace permettra au TGV de ne pas déséquilibrer l'espace à grande vitesse. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain Magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau.